Je vais faire un petit message, puis on commencera le tout, là. Donc, bonjour à tous. Bienvenue aux conférences mensuelles du Centre de formation médicale. Mon nom est Saïd Mekari. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le directeur de la recherche ici au Centre de formation médicale. Nous avons un plaisir aujourd'hui d'accueillir un des nôtres, François Galland. Frank, comme on se surnomme ici, va nous parler un petit peu d'utiliser les dossiers médicaux électroniques pour décrire le fardeau administratif des médecins de famille. Puis une petite bio sur Frank. Donc, François Galland est chercheur postdoctoral au département de médecine de famille de Dalhousie University et au réseau de santé Vitalité, où il est coordinateur de recherche à l'unité de médecine de famille du Grand Moncton. Il s'intéresse principalement aux méthodes quantitatives et à l'utilisation créative des données observationnelles pour apporter des réponses à des questions d'actualité. En général, François, j'ai toujours la tendance à dire Frank, mais François espère aborder des questions de recherche qui aideront des individus, des familles et des communautés à prendre en charge leur santé. Comme j'ai mentionné tantôt, François a reçu son en recherche en sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke en 2003. Donc, il me fait énormément plaisir d'accueillir François. On va dire François, on va essayer de garder professionnel. On va accueillir François pour sa présentation. S'il vous plaît, je vous demanderai de fermer vos micros, fermer vos caméras, et il y aura une période de questions par la fin. Si vous avez des questions pour parler avec Frank. Si vous êtes trop gêné pour poser des questions, vous pouvez le mettre dans le chat, puis on pourra les poser à François pendant ou après sa présentation. Donc, François, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Saïd. Je vais juste me partager ma présentation. Vous devriez voir ma présentation, là. Grosse page titre. Donc, merci tout le monde d'être là. Merci, Saïd, pour la belle introduction. Merci de partager votre dîner avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'utiliser les dossiers médicaux électroniques pour décrire le fardeau administratif chez les médecins de famille. Donc, si on commence, je pense pas que je suis en train de vous révéler les gros secrets. On est présentement en train de vivre une crise en santé primaire. D'un côté, il y a plus de médecins de famille par personne que jamais au Canada, mais malgré ça, plusieurs Canadiens ont difficilement accès à des soins de santé en première ligne. Donc, on estime que plus de 1 sur 5 Canadiens n'ont pas accès à des soins de santé primaire. Puis moins de la moitié des personnes qui ont accès à des soins primaires, donc un médecin de famille, ils n'ont pas accès à leur médecin de famille à l'intérieur de 2 jours. Puis, dans ce contexte-là, c'est important d'identifier les facteurs puis trouver des solutions pour essayer d'augmenter l'accessibilité des médecins de famille pour qu'ils puissent donner des soins à leurs patients. Bien sûr, les médecins de famille jouent différents rôles dans le système de santé maintenant. Donc, on a des rôles d'hospitalistes, d'urgentologues. Mais aujourd'hui, surtout, ça va se focaliser sur les médecins de famille qui font du bureau. Puis, on va surtout s'attarder au fardeau administratif. Donc, au niveau du fardeau administratif, les médecins de la Nouvelle-Écosse associent le fardeau avec beaucoup de burn-out et de stress qui a surtout été amplifié pendant la pandémie. Puis les médecins de la Nouvelle-Écosse estiment aussi que qu'ils pourraient diminuer le fardeau administratif, ça pourrait améliorer leur équilibre de vie-travail, puis aussi augmenter le soin qu'ils offrent aux patients. Excuse. Puis au Nouveau-Brunswick, on estime qu'une diminution d'environ 10% de la paperasse pourrait ajouter environ 120 000 rendez-vous additionnels par année. Donc Wow. maintenant, on parle aux médecins, puis les médecins disent, ouf, 120 000, c'est beaucoup, mais l'important ici, c'est de comprendre que c'est énormément de temps que les médecins passent à l'extérieur des heures de bureau qui est associé avec la paperasse. Donc, si on pourrait diminuer le temps de travail après les heures, ça serait vraiment gagnant pour les médecins. Puis là, je vous parle de fardeau administratif, mais je ne l'ai pas défini. Ça fait on vient de terminer ça. On a un papier d'accepter au Canadian Family Physician juste avant Noël. On a visé à faire une revue critique de la littérature pour définir c'était quoi le administrative burden, donc le fardeau administratif. Puis on voulait aussi identifier les facteurs et les solutions qui étaient associées avec le fardeau administratif. L'article n'est pas sorti encore, donc je vous donne un peu un avant-goût, mais il n'y a aucune définition claire de ce qui comprend le fardeau administratif en soins primaires. Puis, de façon assez paradoxale, la technologie, comme l'utilisation des dossiers médicaux électroniques, c'est à la fois un facteur qui causerait
des fardeaux administratifs, mais aussi une solution potentielle pour le diminuer. Fait qu'on va creuser un peu dans ça aujourd'hui. Puis aussi, pour vous mettre un peu dans le contexte de ce que je vous présente aujourd'hui, l'étude quantitative que je vais vous présenter fait partie d'une plus grosse étude mixte qui s'appelle l'étude Papercut. Donc, si vous voulez lire plus sur la méthodologie spécifique utilisée pour l'étude Papercut, envoyez-moi un courriel, puis je vous enverrai l'article, puis vous pourrez le lire pauseusement. Mais de façon assez globale, l'étude Papercut, c'est mixte, donc il y a un volet quantitatif puis qualitatif. Le quantitatif, c'est évaluer comment les soins indirects en santé primaire ont changé dans le temps. Puis le volet qualitatif, c'est on a fait des entrevues avec les médecins de famille, des infirmières praticiennes, puis des administrateurs de cliniques pour mieux comprendre comment est-ce que eux définissent le travail administratif, puis essayer de voir s'il y a des solutions potentielles. Une fois qu'on a fait ça, on a aussi co-développé des stratégies pour rendre le travail administratif plus efficace. Cette dernière bulle-là en violette est toujours en cours et en train de finir l'analyse de différents rencontres de dialogue qu'on a eu avec les personnes en santé primaire. Donc, je me suis dit que ce serait intéressant pour tout le monde de commencer avec le volet qualitatif de l'étude, parce que l'étude qualitative nous permet vraiment de comprendre qu'est-ce qu'est le travail administratif, compris par les médecins, les infirmières praticiennes, puis les membres de l'équipe. Puis ça aussi vous met un peu dans le mindset de comprendre pourquoi ces choses-là, ce serait associé avec un gros fardeau supplémentaire. Donc, pour l'approche qualitative, on a fait des entrevues chez 36 médecins de famille, des infirmières praticiennes, puis des membres d'équipes administratives, donc des gérants cliniques, des réceptionnistes, etc., du Nouveau-Brunswick, puis de la Nouvelle-Écosse, pour répondre à deux grosses questions globales. Donc, la première, c'était quelles sont vos expériences actuelles de travail administratif? Donc, comment vous le définissez? Puis, quels sont les domaines préoccupants et comment les traiter? Donc, qu'est-ce qui est vos grosses barrières, puis qu'est-ce qui est les solutions potentielles pour le travail administratif? On a fait environ des entrevues d'une heure pour mieux comprendre la réalité. Donc, ce qui a sorti des entrevues au niveau de qu'est-ce qui est le travail administratif en soins primaires, il y a deux gros volets qui sont sortis. Donc, le premier, c'était l'administration de la clinique. Donc, planification des patients et du personnel. Donc, des rendez-vous, trouver des plages d'horaires pour avoir des rendez-vous avec les patients, mais aussi faire sûr qu'il y a du personnel pour être capable de voir les patients puis les traiter. Il y a tout ce qui est fourniture de bureau, donc faire sûr que l'imprimante a assez de papier puis assez d'encre. C'est des choses qu'il faut se préoccuper de. Il y a tout ce qui est soutien technique. Il faut savoir qui s'est appelé si l'imprimante ne fonctionne pas. Il y a l'entretien, s'il y a des meubles qui se brisent, qu'est-ce qui va faire le nettoyage de la clinique. Il y a tout le volet ressources humaines, faire sûr que les personnes sont compétentes à ce qu'ils font. Puis aussi les finances, donc faire sûr que le monde sont payés, puis qu'on ne perd pas trop d'argent à faire des soins de santé primaire. Mais le gros volet qui est sorti, c'était les soins indirects aux patients. Donc, ça, c'est tout ce qui est dossier des patients, l'archivage, faire sûr que tout est en ordre. Le temps passé à remplir différents formulaires, soit que ça c'est la validité, des formulaires d'assurance, des formulaires d'autorisation de manque de travail, etc. Puis aussi les requêtes vers des spécialistes, gérer des tests de laboratoire pour des maladies, faire des différentes demandes pour des tests d'imagerie, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment soins indirects aux patients à l'intérieur du travail administratif. Puis pour encore plus pousser un peu la compréhension, je me suis dit que ce serait important de faire un équilibre ou une présentation de qu'est-ce que les soins directs versus les soins indirects. Donc, les soins directs, c'est le temps avec le médecin. Donc, on fait un rendez-vous avec le médecin pour discuter d'un problème médical. Le temps que le médecin va passer avec nous autres, c'est des soins directs qu'on reçoit. À l'inverse, les soins indirects, c'est ça que j'appelle des behind the scenes. Donc, exemple, je vais voir mon médecin pour remplir une prescription. Mais le médecin doit remplir la prescription, envoyer la prescription à la pharmacie. Là, ensuite, remplir toute cette information au dossier. Mettons, je vais pour condition médicale, puis le médecin demande de faire des tests de laboratoire. Moi, je vais comme patient aller voir faire les tests de laboratoire, mais là, mon médecin va recevoir les rapports des tests. Il faut qu'il regarde, il ou elle regarde les rapports. Il faut faire des suivis si nécessaire. Si oui, là, il faut que je trouve un rendez-vous. Sinon, il faut que je remplisse l'information au dossier.
Puis la même chose pour les requêtes pour les spécialistes. Donc, le médecin doit remplir la requête, faire des suivis nécessaires, remplir l'information au dossier. Ça fait que vous voyez que, grosso modo, les behind the scenes, ça tombe à être beaucoup de gestion d'informations. Donc, ça, c'est encore une fois des choses qui sortent de l'étude qualitative qu'on a faite. Puis beaucoup de le fardeau administratif ou la charge administrative des soins indirects, c'est gérer de l'information. Fait qu'on a décortiqué un peu qu'est-ce que les personnes qu'on a entrevues nous ont dit par rapport à la gestion de l'information. Puis, ici, je pense que vous allez voir comment ça pourrait être un fardeau assez psychologique pour les médecins de famille. Donc, au premier niveau, il y a la gestion de l'information, qui est une responsabilité de s'assurer que l'information est bien transférée d'un endroit à l'autre. Donc, si on fait une fiche de requête, ben, c'est faire sûr que le bon nom est à la bonne place, le bon spécialiste est indiqué à le bon endroit, etc. Il y a aussi une couche de gouvernance de l'information qui est une responsabilité de s'assurer que les résultats ou tout reste confidentiel, puis que l'information qu'on partage est sécurisée. Donc, s'il arrive des cas qu'il faut transférer des dossiers, il faut faire sûr que ces dossiers-là restent confidentiels puis qu'ils ne sont pas perdus en cours de route. En plus de gérer cette information, il y a des responsabilités cliniques et morales qui viennent s'ajouter. Donc, au niveau responsabilité clinique, c'est de faire sûr que le médecin a un bon jugement clinique. Donc, quand ça vient à l'interprétation des résultats suite à une prise de sang, exemple, il faut faire sûr qu'on interprète les bonnes choses des bonnes manières. Puis, il y a aussi la responsabilité morale, qui est une responsabilité envers les besoins des patients et d'assumer les conséquences. Donc, faire sûr que les suivis sont bons, sont nécessaires aux bonnes personnes au bon moment. Ça fait que tout ça fait en sorte que, mettons, le behind the scenes, après qu'on a vu notre médecin, il y a un gros fardeau psychologique qui s'associe à ça. Puis, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous présenter aussi qu'est-ce que les personnes disent parce qu'ils sont mieux capables de le dire que moi parce que moi, je suis coordinateur de recherche dans une clinique, mais je ne vois pas des patients. Donc, si on regarde la première colonne, Information Management, donc gestion de l'information, il y a une infirmière praticienne de la Nouvelle-Écosse qui nous dit But we have many of those things that are not pre-populated. Cette personne-là parlait des champs à remplir dans un formulaire. And that it might seem like a simple thing, but that is huge. Otherwise, I have to type it in every single one and go back in. I'm flipping back and forth between screens. This is the person's MSI number, donc le Medicare number en Nouvelle-Écosse, and their address, and typing all that in. Donc, ça prend beaucoup de temps. Puis aussi, l'information stewardship, donc la gouvernance de l'information. Et un médecin de famille du Nouveau-Brunswick a dit We spend a lot of time chasing that at times. Donc, une requête, un spécialiste. And I think the answer to that is the specialist office confirming that they have received our letters and giving a time frame. It's very helpful. Donc, si ce médecin-là du Nouveau-Brunswick se sentait comme s'il envoie une requête à un spécialiste, si le spécialiste peut juste confirmer oui, on l'a reçu, le patient sera vu dans X temps, ça permettrait le médecin de famille de relaxer un peu, puis de passer à autre chose. Puis finalement, le clinical and moral responsibility. Un médecin de famille du Brunswick a partagé que and very few of us have a background in occupational medicine, but yet we're acting as occupational therapists, trying to decide if someone's abilities to work or not work. And I find those to be some of the most stressful forms because I really don't feel like I have the skill set. Donc, j'espère que ça peut vous mettre un peu dans le bain de qu'est-ce que les médecins de famille et les infirmières praticiennes vivent au quotidien au niveau de fardeau psychologique. Puis là, on va changer de gear un peu, puis on va parler du volet quantitatif. Donc, le volet quantitatif, c'était d'évaluer comment les soins indirects en santé primaire ont changé dans le temps. Donc, toutes les choses que j'ai mentionnées qui prennent beaucoup de temps à gérer behind the scenes, comment ces choses-là ont évolué dans le temps. Puis, tout ça a commencé avec cette étude-là qui a été publiée en 2023 en Healthcare Policy par Laverne et collègues. Puis, ceux qui sont intéressés, eux, c'est de garder le pourcentage de changement dans les services extramurales, donc à l'extérieur de l'hôpital, entre 1999 et 2000 jusqu'à 2017-2018 en Colombie-Britannique. Puis, ils ont aussi gardé ça, comment ça a évolué par différentes tranches d'âge. Donc, sur l'axis Y, je vous présente le pourcentage de changement. Puis, on regardait des choses comme les visites avec des spécialistes,
des visites avec des chirurgiens, des chirurgies de jour, des prescriptions, des imageries, des tests de laboratoire, etc. Puis, dans les 20 ans de l'étude, ils ont remarqué que pas mal d'études ont augmenté, puis ça a surtout augmenté chez les personnes les plus âgées. Puis si on regarde, mettons, les tests de laboratoire, là, ça a quasiment doublé chez les personnes les plus âgées, les 80 ans et plus, dans les derniers 20 ans. Ensuite, pour une deuxième phase de cette étude-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé comment ces choses-là ont évolué par visite avec un médecin. Donc ici, je vous présente les barres oranges, c'est le nombre de services en 2017-2018. La barre bleue, c'est en 1999-2000. Puis ça, c'est le nombre de services par visite. Ça fait ici, on voit que l'augmentation de la quantité de services qui nécessitent la coordination, comme des tests de laboratoire, a augmenté, a plus que doublé dans les derniers 20 ans. Puis, malheureusement, c'est pas clair si ces résultats-là de la Colombie-Britannique sont généralisables au reste du Canada. Euh, Parce qu'une des affaires qu'il faut comprendre, les données administratives de la Colombie-Britannique ont comme un petit quirk dedans qui fait en sorte que les tests de laboratoire sont trackés à l'intérieur des données administratives, tandis qu'ils ne sont pas dans plusieurs autres provinces. Donc, ça nous amène au but et les objectifs de ça que je vous présente aujourd'hui, c'était d'évaluer comment les services indirects qui nécessitent la coordination en santé primaire ont changé entre 2011 et 2021 en utilisant les données des dossiers médicaux électroniques du Canada. Puis, l'idée d'utiliser les dossiers médicaux électroniques, c'est que n'importe quelle interaction qu'un médecin a avec un patient devrait être documentée dans le DME. Donc, ça veut dire que c'est assez compréhensif comme source d'information. Puis, comme je vais vous présenter bientôt, c'est une bonne source d'information pour décrire le changement dans la quantité des services indirects, donc les prescriptions, les requêtes, puis les différents tests de laboratoire. Puis, on était aussi intéressé de voir comment ces choses-là ont changé au niveau du médecin, au niveau du jour travaillé, au niveau du patient, puis au niveau de la visite. Puis un deuxième objectif de l'analyse, c'était de décrire les tendances dans ces services-là indirects. Donc, pour la méthodologie, on a fait une étude transversale répétée au niveau du médecin. Donc, on s'intéressait à tous les médecins d'une année donnée fois le nombre d'années qu'on était intéressé. On a utilisé les données du CIPSIN, donc la Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network. Je vous parle un peu dans la prochaine diapositive. On a limité notre analyse aux médecins avec au moins 500 visites par année, juste pour faire sûr que tout le monde avait le même baseline au nombre de visites. Puis aussi pour contrôler un peu les différences entre les différents DME dans différentes provinces puis différentes cliniques. Finalement, les variables d'intérêt, c'était le nombre de prescriptions de tests et laboratoires et requêtes par médecin par année. Puis on a aussi gardé ça au niveau du médecin par visite, par patient, puis par jour que les médecins ont travaillé. Donc, le CIPSIN, le Canadian Primary Care Sentinel Surveillance Network, c'est essentiellement un gros répertoire de données qui existe parmi plusieurs provinces du Canada. Puis l'objectif du CIPSIN ou sa mission, c'est d'améliorer la santé primaire, puis aussi de faciliter différents projets de recherche, puis de mieux connaître ce qui se passe au niveau des cliniques de santé primaire. La figure que je vous présente là est un peu datée, mais les chiffres les plus récents, c'est qu'il y a plus de 2 millions de patients qui sont inclus dans la base de données. Il y a 14 Practice-Based Learning and Research Networks. Donc, ça, c'est des grappes de cliniques qui s'engagent à améliorer les outcomes de leurs patients, puis qui aussi partagent leurs données des dossiers médicaux électroniques à ce gros network-là. Puis, je pense qu'il y a environ 1400 donneurs de soins primaires présentement dans la base de données. Donc, là, je vais essayer de vous faire un peu un résumé de comment est-ce qu'on a identifié ou quantifié nos variables d'intérêt. Donc, par exemple, on a un patient que pour une année donnée, ils ont visité leur médecin ou une clinique de santé primaire 4 fois. Donc, les 3 premières visites, ils ont été capables de voir leur médecin de famille. La première visite a résulté dans une prescription puis un test de laboratoire. La deuxième visite, c'était un test de laboratoire puis une requête à un spécialiste. Puis la troisième visite, c'était une prescription puis 2 tests de laboratoire.
Pour une raison ou une autre, la quatrième visite, ils ont vu un infirmière ou une infirmière praticienne dans la clinique, puis ça a mené à une requête puis une prescription. Donc, on a fait, pour ce patient-là, dans cette année-là, on a fait la somme de tous les différents tests, services qu'ils ont reçus. Donc, il y a eu 3 prescriptions, 4 tests de laboratoire, puis 2 requêtes. Ensuite, on a répété ça pour chaque patient dans la base de données, pour chaque année qui était présent dans la base de données. Puis ensuite, on a fait la somme de chaque patient par médecin par année pour nous donner un nombre de prescriptions, tests de laboratoire, requêtes par médecin par année dans la base de données. Maintenant, au niveau des analyses, on voulait représenter le changement dans la quantité de soins indirects. Donc, on présente le pourcentage de changement dans le nombre de tests de laboratoire, prescriptions puis requêtes en 2011 et 2021. Puis, comme j'ai mentionné, par différentes strates d'intérêt aussi. Puis, en deuxième lieu, on voulait évaluer le changement dans le temps de ces soins indirects-là. Donc, on a fait des régressions en poisson multivariables dans les GEE. On a utilisé, ça c'est vraiment pour comprendre le taux par visite. Donc, comprendre comment ça change au niveau de la visite. Pour ça, on a utilisé le nombre de visites par année comme offset pour obtenir un taux par visite. Puis, on a aussi contrôlé dans nos régressions pour l'âge du médecin, le sexe du médecin, puis le nombre de jours que ce médecin-là aurait travaillé dans l'année. Maintenant, si on regarde les résultats, en 2011, il y avait 576 médecins d'inclus dans l'analyse. En 2021, il y en avait 827. Au total, il y avait quelque chose comme 902 inclus au moins une fois dans l'analyse. Une tendance qui se répète dans les 2 temps de mesure, c'est qu'il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes, mais ça reflète aussi la réalité. Puis, en 2011, les médecins étaient âgés en moyenne de 41 ans. Puis en 2021, ils étaient âgés d'environ 48 ans. Puis, si on regarde le volume de pratique, donc en 2011, ils voyaient en moyenne 622 différents patients par année. En 2021, il y en avait environ 713. Le nombre de visites a aussi augmenté. Donc, en 2011, c'était environ 2500 visites annuelles. Puis en 2021, c'était environ 3650 visites annuelles. Puis aussi, en 2021, les médecins, en moyenne, travaillaient plus de journées qu'en 2011. Maintenant, je vais vous présenter le changement, le pourcentage de changement pour les visites, les tests de laboratoire, les requêtes, les prescriptions. Donc, sur l'axe des Y, c'est le pourcentage de changement. Exemple, si c'est 100%, ben, ce serait un doublement. Puis aussi, vous voyez en bas, on l'a aussi réparti par médecin par jour travaillé, par patient, puis par visite. Donc, si on regarde juste les visites, juste pour vous expliquer un peu la figure, on peut voir que le nombre de visites par médecin a augmenté de presque 50% en 2011 et 2021. Mettons, les nombres de visites par jour a augmenté juste en dessous de 30%, puis le nombre de visites par patient a augmenté de 20%. Maintenant, c'est une tendance qui se répète pour les tests de labo, les requêtes, les prescriptions aussi. Puis, grosso modo, ce qu'on note, c'est qu'il y a une augmentation marquée au niveau du médecin, surtout au niveau du médecin, depuis 2011, pour les visites, les tests de labo, les requêtes, les prescriptions. Mais aussi, on note que l'augmentation par patient est assez importante aussi. Maintenant, ici, je vous présente les résultats de la régression poisson. Donc, vous pouvez voir en rose les requêtes, en violette les tests de laboratoire, puis en bleu les prescriptions de 2011 à 2021. Donc, la ligne pointillée au 1 représente aucun changement. Puis, au-dessus du 1, on note une augmentation. Donc, par exemple, si on regarde en 2021 comparativement à 2011, le taux des requêtes était 50% de plus qu'il était en 2011, donc par visite avec un médecin. Puis les tests de laboratoire étaient autour de 30%. Donc, pour chaque visite avec un médecin, les médecins demandaient 30% plus de tests de laboratoire, puis environ 50% de requêtes. Le nombre de prescriptions ou le taux de prescription n'a pas changé pendant la période de l'étude. Donc, ici, on retire que le taux de travail par visite
chez un médecin a augmenté. Ça, c'est même lorsqu'on contrôle pour le nombre de jours travaillés, l'âge du médecin et le sexe du médecin. Maintenant, on va tout mettre ça ensemble. Donc, on note une augmentation assez accrue dans le travail associé aux soins indirects. Puis ça fait écho aux données auto-rapportées par des médecins qui disent qu'ils passent beaucoup plus de temps qu'ils passaient auparavant sur des soins indirects. Donc, mettons, en 1999, les médecins rapportaient qu'ils passaient environ 4 heures et demie par semaine sur des soins indirects, tandis qu'en 2019, ils rapportaient passer 7 heures et demie 7 heures et demie par semaine sur des soins indirects, qui représentent environ une journée de travail complète. Puis malheureusement, ces heures-là sont souvent prises à la fin de la journée, aux heures après les heures. Puis aussi, nos résultats font écho à ceux que je vous ai présentés de la Colombie-Britannique qui ont démontré des augmentations dans les données administratives. Maintenant, si on regarde qu'est-ce que l'augmentation des services par visite pourrait représenter, ben, ça pourrait représenter que les médecins donnent les meilleurs soins aux patients. Right? Ils font plus de tests, ils font plus d'investigations, ça fait qu'ils donnent les meilleurs soins, mais ça pourrait aussi représenter une augmentation de la complexité clinique de ces patients-là. Donc, il faut faire plus d'investigations pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, malheureusement, avec les données qu'on a, on n'est pas vraiment certain qu'est-ce que c'est. Maintenant, si on regarde des raisons potentielles de l'augmentation du travail, ben, on ne va pas se le cacher, on le sait que la population au Canada est vieillissante. Puis souvent, quand on vieillit, on a aussi une augmentation du nombre de maladies chroniques qui vient avec l'âge. Puis, au même temps, il y a une augmentation du nombre et de la complexité des guidelines cliniques. Donc, je ne suis pas médecin, ça fait que j'essaie de ne pas dire des choses, pas de dire de bêtises, mais ma compréhension, mettons, du diabète, c'est qu'il y a 20 ans, l'objectif du traitement du diabète, c'était de contrôler l'hémoglobine glyquée, donc la A1C. Puis, si on faisait ça, ben, c'était bon. Puis, dans les derniers temps, le traitement du diabète a fluctué vers euh, plus gérer les outcomes cardiovasculaires associés au diabète. Donc, juste ce shift-là dans les guidelines cliniques pour, mettons, le traitement du diabète fait en sorte qu'il y a plus de tests, il y a plus de choses à vérifier comme médecin. Donc, ça pourrait expliquer l'augmentation dans le travail, dans les soins indirects aux patients. Puis, sur ce cas-là, on a 2 études futures planifiées avec la base de données Simpson. Donc, la première, c'est d'explorer les changements du travail en fonction de l'âge des patients. Donc, en 2011, on va regarder, par exemple, le patient moyen de 60 ans, 70 ans, combien de tests de laboratoire, combien de tests de combien de requêtes qu'il y avait, combien de prescriptions qu'il y avait, comparé à, mettons, le même groupe d'âge en 2021, pour voir qu'est-ce que les différences qui s'opèrent à ce niveau-là, au niveau de l'âge. Puis, une deuxième étude, c'était d'explorer les changements du travail en fonction des maladies chroniques des patients. Donc, j'ai mentionné le diabète. On préfère, par exemple, en 2011, le patient moyen diabétique a reçu combien de prescriptions, combien de tests de labo, combien de requêtes, puis refaire la même chose en 2021, puis voir comment ça a changé dans le temps. Si on pourrait répondre à ces deux études-là ou réaliser ces 2 études-là, ça me donnerait un peu d'une meilleure idée de pourquoi l'augmentation du travail a augmenté. J'aimerais aussi souligner que nos résultats sont un peu contradictoires, mais pas tant, c'est que je vais vous expliquer ça. Ici, on note qu'il y a une augmentation du nombre de journées travaillées par les médecins, puis aussi une augmentation dans le nombre de rendez-vous annuels dans le temps. Donc ici, en 2021, les médecins rapportaient avoir environ 3600 rendez-vous par année. Mais il y a des études qui ont fait de l'analyse de données administratives qui suggèrent que les médecins de famille offrent moins de rendez-vous ou offraient moins de rendez-vous en 2015-2017 qu'ils faisaient en 1999, qui en 2015-2017, les médecins faisaient environ 4000 à 4500 rendez-vous. Une chose qu'il faut considérer dans cette analyse-là, c'est que la trajectoire de carrière des médecins au terme de volume de visée suit une courbe en U inversée. J'ai des figures pour vous montrer ça après. Puis l'autre chose qu'il faut tenir en compte, c'est que les médecins qui rapportent à Simpson à cause qu'ils ont un objectif de recherche, plus ou moins,
il risque d'avoir des statuts professoraux qui diminueraient le nombre de rendez-vous qu'ils sont capables d'avoir dans une semaine. Donc, si je vous montre juste le change dans le nombre médian de rendez-vous de 1997-99 à 2015-2017, ici, l'analyse s'était intéressée en Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario, puis la Nouvelle-Écosse. Puis, ça démontrait une diminution assez importante d'environ 1000 à 2000 visites par année. Mais si je vous présente le nombre d'années en pratique, ici, on peut vraiment voir la forme de U inversée pour la trajectoire de carrière des médecins de famille. Puis, il y a des bonnes chances, basées sur les âges des médecins qui sont inclus dans l'analyse, qui sont vers la fin de l'augmentation de leur pratique. Donc, ça expliquerait aussi le fait qu'on voit une augmentation dans le nombre de rendez-vous que les médecins avaient par année. Maintenant, les forces et les limites de l'étude, on a été capable de faire une représentation longitudinale des données avec des dossiers médicaux électroniques. Donc, comme je vous ai parlé au début, c'est des sources de données qui sont assez compréhensibles. Donc, n'importe quelle interaction que le patient a avec son médecin de famille va être documentée dans le DME. Et aussi, on a un portrait presque national qui s'étend sur 11 années de données. Malheureusement, il n'y a aucune représentation du Nouveau-Brunswick ou de l'île Prince-Édouard dans les données. Donc, on ne peut pas tirer des conclusions directes pour le Nouveau-Brunswick, mais je pense que ça suivrait assez proche des tendances. On a aussi seulement été capable de considérer le travail fait par les médecins de famille. Dans la base de données, il y avait des infirmières praticiennes puis aussi des pédiatres, mais les chiffres de ces personnes-là, il n'y avait pas assez de chiffres pour les rapporter. Puis ça aussi souligne un peu d'incertitude par rapport au changement pour les autres membres des équipes. Ça fait qu'on n'est pas vraiment sûr à ce point-là. Puis, une des plus grosses limites, c'est qu'on n'est pas capable de déterminer le temps nécessaire pour gérer les différents tests de laboratoire, puis les prescriptions, puis les requêtes. Ça fait qu'on n'est pas capable d'assigner un nombre de temps à cette augmentation-là. Il m'amène un peu à réfléchir à d'autres études potentielles. C'est qu'il y a des dossiers médicaux électroniques qui contiennent des timestamps pour le temps passé dans différentes sections du DME. Donc, par exemple, avec des timestamps, on peut faire une analyse sur la durée de temps passé pour gérer différentes tâches, que ce soit des prescriptions ou des tests de laboratoire. Puis aussi, l'impact de l'intelligence artificielle en santé primaire, je pense, va être assez intéressant à étudier. Par exemple, il y a des médecins qui utilisent maintenant l'intelligence artificielle pour prendre en considération la note du rendez-vous avec le patient. Donc, mettons, le patient s'assied, le médecin peut faire un report avec l'intelligence artificielle, passer toute son attention au patient. L'intelligence artificielle va écrire qu'est-ce qui se passe pendant le rendez-vous. Puis à la fin du rendez-vous, le médecin va juste repasser sa note, dire oui, c'est beau, copy-paste dans le dossier du patient, au lieu d'essayer d'écouter le patient écrire sa note, puis là, le refaire ou écrire sa note à la fin de la journée. Donc, je pense qu'il y a des avenues assez intéressantes au niveau de l'intelligence artificielle en santé primaire. Puis finalement, il y a un gros push pour des équipes plus multidisciplinaires, interdisciplinaires en santé primaire surtout. Donc, des études sur les DME utilisées en santé primaire pourraient être utilisées pour mieux comprendre la dynamique des équipes sur les soins offerts aux patients. Malheureusement, ça va prendre plus une standardisation assez rigoureuse de l'entrée puis de l'extraction des données pour savoir qui a fait quoi à quel moment, avec quel patient. Mais ce serait quelque chose qui serait probablement envisageable dans le futur. Maintenant, si je reviens au tout début sur l'étude Papercuts, je vous ai mentionné qu'on avait aussi parlé un peu de co-développement de stratégie pour rendre le travail administratif plus efficace. Donc, je vais vous mettre un peu la puce à l'oreille pour des réflexions de solutions, surtout pour le volet technologique. Par exemple, il faut mieux comprendre le dédoublement du travail papier puis technologie dans les processus administratifs parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font encore papier puis qui sont aussi dédoublées sur l'ordinateur. Donc, il faut mieux comprendre cette interaction-là. Il faut aussi trouver des solutions pour intégrer la technologie de divers milieux. Puis, il faut aussi trouver un équilibre entre la personnalisation et l'interopérabilité. Donc, ce que je veux dire par ça, c'est que les médecins veulent que le DME soit personnalisé pour que c'est plus facile à utiliser. Mais le plus de personnalisation qu'on fait, le moins qu'on va être capable de le faire fonctionner pour d'autres milieux.
Donc, il faut trouver un équilibre entre la personnalisation puis l'interopérabilité. Puis, finalement, une des choses qui avait ressorti avec les dialogues qu'on a eu avec les utilisateurs, c'est qu'ils veulent se faire intégrer dans les décisions technologiques prises parce que c'est eux, les utilisateurs, qui vont avoir besoin d'utiliser ces outils-là dans leur pratique. Donc, pour conclure, notre analyse quantitative a identifié qu'il y avait une augmentation assez importante du volume de tests de laboratoire et de requêtes par visite avec un médecin. Ça pourrait signaler qu'il y a une augmentation du fardeau administratif, des soins indirects aux patients. Puis il faut aussi souligner que j'ai dit indirect sur la présentation, mais ce n'est pas pour les abaisser, là, c'est des soins qui sont quand même essentiels pour le patient. Puis aussi, il faut souligner que le DMI représente une source importante de données cliniques. Donc, j'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Donc, BrickNS, Tutor PHC pour développer mon réseau professionnel, Sipson pour les données, MyTax, Dalhousie Vitalité pour la bourse postdoctorale, puis d'être capable de faire la recherche, puis surtout l'unité de médecine familiale pour avoir plusieurs discussions avec les médecins pour voir est-ce que mes données font du sens, puis est-ce que c'est important pour eux de répondre à ces questions-là. Donc, merci beaucoup pour votre écoute. Merci d'avoir partagé votre dîner avec moi. Puis là, je pense qu'on peut ouvrir ça à des questions. Super. Great job, Frank. Merci beaucoup. On va ouvrir la période de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez soit lever votre main, poser la question à Frank, ou sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat et on pourra lui poser. Les gens sont en train de digérer, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Micheline. Hello, Frank. Hi. Je suis comme curieuse un peu de voir tu parles un peu de qu'est-ce qui des études futures, de qu'est-ce que vous allez peut-être avoir comme objectif de continuer vos recherches. Comment est-ce que tu vois avec qu'est-ce que tu as eu comme information jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui est la possibilité à un moment donné d'avoir quelque chose de concret qui va peut-être être mis en place pour améliorer un peu cette dynamique-là de DME comme étaient les commentaires là, de certains de tes participants, là, comment est-ce que ça peut augmenter la charge de travail en soi. Fait que je suis un petit peu curieuse de ça. Puis la présidente de la Société médicale canadienne hier soir était en entrevue, puis elle disait juste des choses aussi banales que l'utilisation du DME par rapport à on a besoin de se loguer à chaque fois. Puis ça aussi, c'est comme une multiplication de temps, puis qu'on a banalisé, je pense, avec les années en disant, bon, ben, on a un outil qu'on va être capable de standardiser une pratique, mais il y a quand même une barrière qui nous limite dans la gestion du temps dans une journée. Là. Ça fait que je suis comme curieuse de savoir qu'est-ce qui est comme le par-après si on va voir des choses qui peuvent se concrétiser. Là. Ouais, excellente question. Je suis pas au courant de ce qui se passe au Nouveau-Brunswick présentement pour ça. Mais mettons, une des choses qui est en train de se développer assez rapidement en Nouvelle-Écosse, c'est le One Patient, One Record. Puis je pense que ça va avoir beaucoup de changements au niveau de juste la charge administrative. Puis le One Patient, One Record, c'est que le patient a un portail, kind of comme au gouvernement du Brunswick, on a ça, le portail de santé. Là, moi, je peux login puis je peux voir tous les tests qui ont été faits. Mais ça serait au niveau du patient qui serait capable de partager ça avec tout le monde. Il peut partager ça avec l'hôpital, il peut partager ça avec la médecin de famille, avec le pharmacien, etc. Puis, c'est que ça met tout le monde sur la même page. Ça fait qu'il n'y a pas de dédoublement, il n'y a pas de phone tag, il n'y a pas de essayer de courir après le monde pour essayer de trouver des réponses à des choses qu'on pourrait juste avoir dans un endroit. Puis, je suis totalement d'accord avec toi que, aussi banal que juste, c'est quoi ton password, ça ralentit le processus, ça frustre le monde, puis ça ajoute à la charge le fardeau psychologique de traiter les patients qui est pas mieux. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui serait la solution spécifique. Mais je pense que ce serait certainement très important d'en parler, puis essayer d'avoir un roundtable des choses, puis avoir des solutions actionnables avec des personnes qui gèrent les systèmes de santé. Là. Oui, puis je pense que ça
Puis honnêtement, je ne suis pas au courant s'il y a de la recherche un peu qui s'est faite, parce qu'on parle toujours de la charge psychologique ou de la charge physique ou le burn-out des médecins en fonction de l'utilisation des DME, ce qu'on avait cru qui serait le contraire. On s'est rendu compte que c'est un outil qui a apporté la charge avec la multiplication de ce que tu mentionnais tout à l'heure. Mais je serais curieuse de savoir, à un moment donné, y a-t-il des études qui ont pris le temps d'analyser un petit peu plus ces frustrations-là dans le quotidien, puis qui finissent par ralentir, puis de dédoubler cette charge de travail-là par rapport à un outil qui semble, on semble comme viser certaines choses dans la charge, mais on oublie qu'il y a peut-être l'outil comme tel qu'on devrait comme améliorer, là. Streamlining. Yeah, ça fait que Totalement. ça serait J'ai pas intéressant de de, voir j'ai si pas vous de avez réponse des... claire pour ça, mais une des choses qui est sortie dans la revue critique qu'on a faite pour le Administrative Burden, c'est qu'il y a plusieurs coûts, je vais dire des coûts comme ça, associés avec la technologie. Donc, on a le psychological cost de juste l'utiliser, right, au quotidien, mais aussi le learning cost. Ça fait que si on est pour changer de DMA, si on est pour inclure d'autres technologies, si on est pour modifier des choses à l'intérieur du DMA, ben, il y a aussi le coût que ça va nous prendre d'apprendre ces choses-là, puis les approprier. Puis si on est habitué de le faire d'une telle manière, puis on le change tout d'un coup, ben là, si on a perdu du temps, on a perdu de l'efficacité, on augmente la charge aussi avec les changements. Ça fait que faut le changer, mais il ne faut pas trop le changer. Puis c'est un peu une danse à essayer de trouver le juste milieu avec tout ça, là. Oui, complètement d'accord. Puis moi, ça, je ne vais pas monopoliser les questions, là, mais après 35 ans de pratique, moi, j'ai vécu différents aspects de tout ça. Ça fait que c'est les courbes d'apprentissage, puis c'est les changements, puis c'est la charge qui ne s'est pas nécessairement améliorée avec tous les autres facteurs là, géosociopolitiques là, par rapport aux demandes des patients. Je vois qu'il y a d'autres questions, ça fait que je te laisse continuer. Merci, Frank, pour ta présentation et ta recherche. Merci, Micheline. Merci, docteur Boucher. Docteur Landry. Oui, oui, je ne vais peut-être pas allumer la caméra. Tu m'entends? Oui. La qualité de la connexion n'est pas tellement bonne. Merci pour la présentation. Moi, je demandais juste la base de données, le SSN, là, est-ce que c'est quelque chose que les différents programmes peuvent utiliser? Parce que maintenant, disons, le programme qui est utilisé à l'UMF ou les programmes informatiques, les DMI qui sont au Nouveau-Brunswick pourraient-ils être logués in dans cette base de données-là ou ça prend certains programmes DMI seulement qui peuvent être mis dans cette base de données-là afin d'avoir des données du Nouveau-Brunswick et pouvoir combiner ces données-là? Excellente question. Il y a un set list de DMA qui sont compatibles avec la base de données SIPSIN. C'est surtout au niveau comment c'est stocké dans le back-end qui gère si on peut l'inclure ou non dans la base de données SIPSIN. Mettons, le gérant de la base de données SIPSIN en Nouvelle-Écosse collabore avec moi sur ce papier-là. Puis, j'avais flotté l'idée un peu d'inclure les données du Nouveau-Brunswick puis de l'UMF, mettons, dans cette base de données-là. Puis, il a dit qu'il ne devrait pas avoir de problème à le faire. Mais le gros problème, c'est de faire sûr qu'il y a des structures en place pour s'assurer que il y a un buy-in des médecins pour contribuer leurs données de DME à ces logiciels-là, mais aussi ça prend des structures administratives comme faire sûr qu'il y a une personne qui est en charge d'extraire les données, nettoyer les données, uploader les données, faire sûr qu'ils collent avec le reste des données disponibles. Mais c'est quelque chose qui serait envisageable puis faisable aussi. Si pas pour tout le Nouveau-Brunswick, mais surtout pour certaines cliniques à l'intérieur du Nouveau-Brunswick. Est-ce que on sait si les DMI au Nouveau-Brunswick ou la plupart les plus populaires, est-ce qu'ils ont des timesheets ou les times qui pourraient donner une analyse de qu'est-ce qui est temps passé? Parce que je sais que les requêtes, il y a beaucoup de différentes requêtes, mais beaucoup de requêtes ont complexifié. Les radiologistes veulent plus d'informations. Les spécialistes, tous les spécialistes veulent leur propre requête, les remplir avec plus d'informations pour le simplifier eux autres, là. Mais c'est tout ça qui prend du temps. Donc, mais je ne suis pas sûr si qu'il y a une manière de mesurer le temps, si ça serait possible, ça pourrait identifier où une grosse partie du temps est passé, mais je ne sais pas si que les DMI qui sont utilisés
ont cette capacité ou non. Je ne suis pas certain. Je suis pas certain du landscape des DME utilisés au Nouveau-Brunswick, mais une des choses qui pourrait être faite à l'intérieur de la base de données Cipsin, c'est, mettons pour les requêtes avec des spécialistes, il y a deux date fields. Donc, il y a une date que c'est comme la requête a été faite, puis l'autre, c'est que la requête a été comme fermée ou comme réalisée. So, il y a quelque chose qu'on pourrait faire au niveau de comme l'étendue de temps entre ces deux time points-là pour voir combien de temps que ça a pris pour répondre à une requête, par exemple. Mais les données de requête sont très all over the place dans le sens qu'il y en a qui manquent des dates de fin, puis on n'est pas certain qui a fait les demandes nécessairement, mais aussi qui est le patient. Donc, les requêtes sont un peu messy, mais il y a un peu de choses qu'on préfère à ce niveau-là. Là. Mais moi, le time frame que je me demande, c'est le temps que quand tu ouvres puis remplir la requête, le temps que ça prend pour remplir la requête, ça, c'était quelque chose que les programmes pourraient mesurer parce que c'est ça qui semble avoir la complexité des formulaires à remplir. Je pense, puis en les remplissant électronique pour certains d'entre nous autres, ça prenait beaucoup plus de temps là, que l'écrire à la mitaine. Là, mais... Ouais, je ne suis pas certain que ceux-là, mettons, ceux-là qui sont utilisés à l'UMF peuvent faire ça. C'est sûr que c'est quelque chose qu'on pourrait même faire juste à la mitaine. Ce serait pas trop comme wow, mais au moins ça pourrait donner une petite idée de comment c'est fait. Mais on n'aurait pas de données historiques non plus sur comment ça change dans le temps. Là. Mais totalement d'accord, je pense qu'il y a beaucoup de frustration au niveau des requêtes, surtout. Puis aussi au niveau de la complexité de l'information qui est demandée dans les requêtes, je pense que ça fait beaucoup de frustration aussi. Là. Il ne faudrait pas que ça soit quelque chose qui prend du temps aux cliniciens de plus à avoir besoin de timer. Là. Donc, si c'est quelque chose qui est fait par le programme, ça pourrait aider. Là, mais, ouais. Ouais. Merci, Dr. Landry. Dr. Boucher vient de dire le système mesure le temps dans le dossier. Donc, ça répondra à cette question-là. On a une question, Frank, écrite là, de Régis. Merci, Frank. Est-ce qu'il y a des tendances qui se sont dégagées pour certaines zones dans la province, pour des médecins qui reçoivent plus de patients chroniques versus moins de patients chroniques? Excellente question, Régis. On ne s'est pas attardé à ça dans cette analyse-là, mais ce serait définitivement quelque chose à regarder pour les analyses supplémentaires qu'on va faire pour les maladies chroniques dans le temps, puis voir comment ça évolue. Au niveau des différences, il y a beaucoup de différences entre les provinces aussi, parce que les données qu'on est capable d'extraire des DME changent aussi selon les règlements des provinces. Donc, je pense que l'Alberta, si je ne me trompe pas, le médecin peut biller comme plus qu'une raison de consultation par rendez-vous, tandis que, mettons, le Nouveau-Brunswick, le Manitoba, c'est seulement une raison de consultation. Donc, si on est capable de mieux comprendre ces différences-là, on serait capable de faire des analyses beaucoup plus fines, puis mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Good. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour François? Sur ce, ne vous gênez pas de contacter François si vous avez des questions. Frank, excellent travail. C'est la première fois que tu nous présentes un peu ce que tu faisais pendant ton postdoc. Puis je trouve que c'est super intéressant. C'est très, très, très pertinent à la réalité du Nouveau-Brunswick. Donc, continue le beau travail. Moi, j'étais vraiment content de voir ce que tu fais. J'avais aucun doute de ce que tu faisais qui était bon, mais c'est vraiment, tu étais vraiment hands-on, puis tu travailles avec les médecins. Donc, c'est vraiment intéressant, puis le fun de voir ça. Donc, merci. Merci pour ton temps aujourd'hui. Pour les autres personnes, on a notre prochaine conférence mensuelle au mois de février. Ça va être Dr. Sarah Paxad qui va nous parler de la maladie d'Alzheimer et certains traitements par rapport à ça. Donc, rejoignez-nous pour ça. Puis sinon, encore une fois, Frank, merci beaucoup. Puis passez une belle journée. Merci beaucoup. Bonne journée.